Vladimir Poutine en Ah, direct. alors, Sommet des alliés. si l'ennemi parle, La première depuis l'existence de l'ETSC. Nous avons vu le côté fort de la coopération entre nos administrations et services militaires et de renseignement. Il faut renforcer cette coopération. Aujourd'hui, nous allons signer la déclaration commune politique qui soulignera notre volonté de coopérer dans le domaine divers et variés et de coordonner nos efforts sur la scène internationale. Il est logique que la mission principale actuellement est de renforcer les structures de gouvernance de l'organisation. Nous allons faire tout pour aussi moderniser les équipements et les troupes au sein de cette organisation. Et nous allons également mieux coordonner les efforts de nos services militaires et de renseignement. Nous échangeons effectivement notre coopération. À l'automne de cette année, nous avons prévu de mener au Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan toute une série de manœuvres. Je suis persuadée que ces manœuvres pourront renforcer notre efficacité, le potentiel en matière de maintien de la paix de notre organisation. Notre coopération doit lutter aussi et contribuer à la lutte contre la criminalité, le trafic de tout genre. Il est aussi important de lutter contre les organisations terroristes. Il est très important de renforcer aussi la sécurité biologique et de neutraliser la menace biologique. Comme vous le savez, le Pentagone a créé des dizaines de centres et des laboratoires biologiques qui sont là pas pour aider les citoyens russes. Leur mission principale est de collecter le matériel biologique afin de l'étudier, surtout mener les études dans le domaine de la répartition et la diffusion des menaces. Et maintenant, dans le cadre effectivement de cette opération spéciale militaire en Ukraine, nous voyons bien qu'il y a eu des tentatives, notamment de perfectionner les armes biologiques toxiques. Nous comptons à cet égard sur le soutien de l'initiative russe de lancer dans le cadre de cette organisation un conseil dédié. Je demande à nos partenaires au sein de cette organisation d'élaborer des approches communes. Il convient de travailler avec nos partenaires de la CEI, avec nos partenaires de l'organisation de Shanghai. Il faut aussi leur accorder le statut d'observateur au sein de l'ETSC. Il ne faut pas oublier de rendre hommage à nos peuples qui ont été mobilisés pour contribuer à la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Et nous avons beaucoup œuvré pour mettre un terme au nazisme et maintenant nous voyons que les monuments qui ont été érigés à la gloire des héros sont déposés. On réécrit l'histoire à l'Ouest et on oublie les exploits de tous ceux qui ont
payer le prix ultime pour la victoire. Et nous avons observé cette vague du néonazisme en Ukraine depuis longtemps. Et un certain nombre de partenaires de l'Occident collectif ferment les yeux là-dessus. Maintenant, nous voyons la vague déchaînée et une vraie déferlante de la russophobie. Oui, nous entendons la réponse comme quoi les extrémistes existent partout. Oui, c'est vrai. Les extrémistes ressurgissent, mais nulle part ailleurs on n'idolise pas les nazis. Nulle part les manifestations et démonstrations en soutien des fascistes ne sont soutenues, excepté en Ukraine. En ce qui concerne la décision de l'OTAN, la décision de s'élargir. Oui, c'est un problème, le problème d'ailleurs qui a été créé de façon artificielle. Et cette action et cette décision est prise dans les intérêts des États-Unis. Il est clair que toutes les décisions d'ailleurs sont favorables à un seul pays, à savoir les États-Unis. Cela aggrave les situations sécuritaires. En ce qui concerne l'élargissement à la Finlande, à la Suède, eh bien, la Russie tient à vous dire que la Russie n'a pas de problème avec ces pays. Et à cet égard, l'élargissement de l'alliance à ces pays-là ne pose pas de problème et de menace. Par contre, nous allons réagir à cet élargissement et nous allons décider de notre réaction. Nous allons donc résoudre les problèmes au fur et à mesure et réagir de façon adéquate. Qui plus est, à part cette politique d'élargissement, l'Alliance déborde de son mandat et devient de plus en plus active dans son influence sur la politique des autres pays. Et cela retient notre attention. La Russie va contribuer à l'élargissement de la coopération avec tous les pays membres de l'ETSC. Et bien sûr, nous allons faire tout sous la houlette de la présidentielle arménienne. En ce qui concerne l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, bien sûr, nous allons en discuter davantage. Je vous tiendrai informé de ce qui se passe dans le cadre de cette opération, par contre à huis clos. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Vladimir Vladimirovitch. La parole est au président de la République. Voilà la suite de cette conférence, non pas improvisée, mais beaucoup de choses ont été dites, un peu tout et son contraire. Voilà. Oui, alors à chaud, je réagis parce qu'on n'a pas vu la traduction officielle de ce texte, mais c'est un il y a deux événements, il y a deux informations importantes. Premièrement, les manœuvres au sud qui sont annoncées pour l'automne. Donc au sud, ça ne vise pas particulièrement l'Ukraine, peut éventuellement viser la Turquie, mais on ne voit pas très bien. Et deuxièmement, un point assez long sur la guerre, comment a-t-il dit, bactériologique. Oui, les menaces bactériologiques. Non, bactériologique, il n'a pas employé le mot. Biologique. Alors, et en accusant l'Ukraine, effectivement, d'accueillir des centres américains. Ça, c'est une vieille rengaine. C'est une vieille rengaine, mais ce n'est pas totalement faux. Les Américains ont
non pas pour des buts de guerre, mais pour des buts, disent-ils, agricoles, ont depuis longtemps installé des usines de fabrication, de surveillance des engrais pour les agriculteurs, disent-ils. Donc voilà, il y a des deux informations, c'est la guerre biologique et les manœuvres du Sud. Sinon, c'est très contradictoire sur l'Ukraine, sur l'élargissement de l'OTAN. Il dit que ça pose pas de problème, mais qu'en même temps, c'est un problème et qu'il va réagir. Donc ce que j'en tire, c'est qu'en fait, il ne sait pas quoi faire pour l'instant. Il y a une politique de communication qui est de dire on n'est pas seul, on a notre alliance avec nous, on va réagir, mais on vous dit pas ce qu'on va faire. Et je reviens sur ce que je disais avant l'intervention de Poutine. Il y a deux solutions. Soit il y a une victoire ukrainienne qui est en passe effectivement d'être remportée d'ici quelques semaines, et à ce moment-là, les Ukrainiens peut-être vont profiter de cette victoire pour ouvrir une porte de dialogue pendant qu'ils ont l'avantage sur le terrain. Soit il y a au contraire une stratégie russe qui est de se replier, non pas pour mieux sauter, mais pour mieux attaquer, si je puis dire, comme le disait le général tout à l'heure. Et à ce moment-là, eh bien, on risque d'entrer dans une phase beaucoup plus meurtrière, parce que jusqu'à maintenant, moi, ce qui est frappant dans cette guerre, on n'a pas vu l'aviation russe, qui est, elle, l'élément moderne de l'armée russe. Alors, on va revenir bien évidemment parce que c'est la première fois qu'on entend Vladimir Poutine qui parle de cette extension de l'OTAN. Et je cite les mots du maître du Kremlin. La Russie n'a pas de problème avec l'extension de l'OTAN. Il n'y a pas de menace pour nous, mais on va réagir. Alors, s'il n'y a pas de menace, on réagit. Oui, peut-être un problème de traduction. J'ai peur que ce qu'on a compris du message de Vladimir Poutine ne soit pas tout à fait exact. Alors, il est difficile de raisonner sur un texte qui n'est peut-être pas C'est-à-dire forcément... qu'il a dit, j'ai noté, cette décision d'élargissement de l'OTAN, oui, c'est un problème. Ensuite, il dit en revanche, ça ne pose pas de problème ou de menace particulière, mais nous allons réagir tout de même. Mais il faut être sûr de la traduction, je pense. Mais ceci dit, ça veut dire qu'il n'en fait pas un drame, apparemment. Pour lui, il ne se sent pas plus menacé que ça. Il ne pense pas que les Suédois ni la Finlande représentent en soi une menace. Maintenant, peut-être qu'il attend de voir les déploiements que l'OTAN serait susceptible de faire en équipement particulier. Ou alors, il fait la politique du gars qui est très cool et qui, en fait, prépare quelque chose de fort. Pour faire simple. Xavier de Giacomoni. Oui, j'ai un peu de cet avis. Mais pour le moment, je trouve que la réaction russe est assez faible. D'autant plus que c'est quelque chose qu'on sentait monter en puissance. Ils pouvaient avoir préparé leurs menaces, même si c'était que de la communication ou de l'agitation. Et bon, pas grand-chose. Ce sommet était prévu de longue date, donc ça n'a rien à voir dans la réplique à l'entrée de la Finlande et de la Suède. C'est quand même 1300 km de frontières que soudain la Russie partage avec un membre de l'OTAN potentiellement, avec la Finlande. C'est la Baltique qui devient une mer de l'OTAN. Or, on parle de manœuvres, des manœuvres de la marine russe en Baltique. Il y en a fréquemment. Les sous-marins russes traînant près des côtes suédoises en Baltique, alors qu'ils ne devraient pas y être d'ailleurs à l'époque. Il y en a aussi beaucoup. Donc oui, pour le moment, on est un peu dans l'expectative parce qu'on peut échafauder des hypothèses. Est-ce qu'ils préparent justement quelque chose et qu'ils préfèrent la jouer cool, avoir une apparence de l'homme d'État? Bon, non, ça me dérange pas trop, mais ça me dérange. De toute façon, ça ne profite qu'aux États-Unis. Bon, tout ça, on le sait déjà, en fait. Après, général, il se met toujours dans la position de l'agresser, entre guillemets, puisqu'il dit, en effet, cette histoire d'armes biologiques qui serait en Ukraine. Le néonazisme, ça aussi, c'est une vieille rengaine poutinienne qu'il ressort à cette occasion-là. Oui, tout à fait, il reste dans cette logique-là. De toute façon, je pense que le sentiment russe d'encerclement est quelque chose d'important dans l'âme russe. Il dit, d'ailleurs, on réécrit l'histoire à l'Ouest. Oui, tout à fait. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'il a très peu parlé des Ukrainiens et il parle de l'intérêt des États-Unis. Et ça, c'est depuis toujours l'obsession de Vladimir Poutine que la Russie soit de nouveau considérée comme une grande puissance. Ce qu'il ne veut pas, je crois, c'est un dialogue bilatéral, une paix bilatérale russo-ukrainienne. C'est pas de son niveau, si je puis me permettre. Ce qu'il voudrait, c'est véritablement un fil de dialogue, ou de guerre, mais en tout cas de commerce, pour prendre les termes. Il redésigne son ennemi, quelque part, les États-Unis. Avec les États-Unis. Ça, je crois que c'est très important, parce qu'il n'a pas parlé du tout de Zelensky, il n'a pas parlé du tout de... Dans son principe, l'Ukraine est quasiment une province de l'Empire russe. Absolument. De toute façon. Et de l'Empire
l'Empire américain. Et aussi disputé entre les deux empires. Si on reprend donc les propos de Vladimir Poutine à l'instant, en parlant de l'OTAN, il dit cette décision est prise dans les intérêts des États-Unis. Oui. Mais il dit quand même, cela aggrave les conditions sécuritaires. Alors, moi, je voudrais d'abord dire une chose, c'est qu'il faut comprendre que la guerre, l'invasion de l'Ukraine a été menée, y est toujours en partie menée du territoire biélorusse. Et Poutine, pour pouvoir fixer un peu plus de l'armée ukrainienne, il aurait tellement besoin à ce que la Biélorussie entre en guerre officiellement, mais elle refuse de le faire. Kazakhstan, tout le monde, tous les participants de cette réunion... Ça, il a dit, d'ailleurs, j'en parlais après. Voilà, exactement, c'est là ce que je veux dire. C'est que la Russie fait le possible et l'impossible depuis 2 mois et demi pour ramener la participation de ce pays dans le conflit. D'ailleurs, on a apparemment vu certaines machines de guerre qui ont été rapatriées de Karabakh, et de l'Arménie aussi, pour être amenés dans les combats, dans les champs de bataille en Ukraine. Donc, effectivement, chaque pays est très sollicité pour entrer en guerre et pour faire tout ce qu'ils peuvent, pour sacrifier tout ce qu'ils peuvent sacrifier, mais ils refusent d'entrer en guerre. Et là, à mon sens, c'était la réunion, le but principal de cette réunion, et là, il n'y a eu rien. Il y a eu juste une phrase à la fin, et concernant la question principale, eh bien, on va en parler, on va en discuter davantage. Ça veut dire qu'il n'y a strictement aucun consensus, il n'y a pas d'alliance. Tout le reste... J'imagine mal, je vous laisse terminer, mais j'imagine mal, devant les caméras, diffusées, devant le monde entier, Vladimir Poutine met un coup de pression. Voilà, je pense que ça va se faire. Vous voyez, ces grosses portes dorées. Considérant le derrière, on va en parler à huis clos. On utilise Loukachenko, par exemple. On utilise Loukachenko régulièrement pour faire des commentaires. Et souvent. Mais ça sera peut-être après. On n'est peut-être pas encore arrivé. Ce que vous dites est très intéressant parce qu'effectivement, là, on est dans la fiction, hein, mais l'entrée en guerre de la Biélorussie avec une occupation de la frontière au nord de l'Ukraine, au nord de Lviv, dans toute cette partie occidentale de l'Ukraine, poserait effectivement de gros soucis à l'armée ukrainienne qui serait obligée de dégarnir des bataillons, des régiments du Donbass pour venir protéger le nord-ouest, côté frontière polonaise et biélorusse, de l'Ukraine. Ce sera un énorme souci, mais visiblement, depuis le début, Loukachenko, on ne sait pas trop comment il fait d'ailleurs, parce que les moyens de pression de Poutine sur Loukachenko sont quand même très forts. Il se la joue très finement. Il a dit, nous, les Biélorusses, nous sommes tellement vos alliés que nous protégeons vos dos. Enfin, en réalité, nous vous gardons, vos arrières. Voilà, en réalité, nous vous gardons. Et qu'est-ce qu'il fait? Loukachenko, depuis le début, il organise, il n'en peut plus, il organise des manœuvres à sa frontière occidentale. Et dans le même temps, les spécialistes de la Biélorussie nous disent que la population ne suivrait pas Loukachenko. Il pourrait tomber là-dessus, effectivement. C'est compliqué pour lui. Il y a eu des sabotages de voies ferrées. Il y a eu des sabotages. Et par ailleurs, il y a eu aussi des crimes. Il y a eu des crimes en Biélorussie parce que les soldats qui étaient postés pendant très longtemps, avant même l'invasion en Biélorussie, on sait très bien que les soldats, surtout d'une armée comme l'armée russe, quand ils sont postés trop longtemps dans un endroit, dans un seul endroit, ils commencent à boire, ils commencent à se comporter de manière inappropriée avec les populations locales. On sait qu'il y a eu des problèmes en Biélorussie avec les soldats russes avant l'invasion et après le retrait de Kiev. Alors, général, il y a quelque chose qui m'intéresse également, parce que là, on parle d'effectifs, de ralliement possible, mais Vladimir Poutine, au tout début, dit quelque chose qui peut surprendre, mais être inquiétant. Il dit qu'effectivement, donc avant l'été, il devrait y avoir des manœuvres avec l'ensemble des troupes de ces gens autour de la table, manœuvres militaires et coopération au niveau du renseignement. On rappelle quand même qu'aux soldats russes, l'invasion de l'Ukraine a été présentée au tout début comme des manœuvres. Et en parlant de Loukachenko, la semaine dernière, on a appris que sur son territoire, il y avait également des manœuvres de ces hommes. Pourquoi faire, on ne savait pas, mais en cas, disait Loukachenko, d'agression. Oui, mais je pense que la situation évolue en fonction des aléas du champ de bataille et puis de la dureté des combats. Jusqu'à présent, je pense que les combats qui sont passés en parlant bien sûr des souffrances des populations, des bâtiments qui ont été détruits, de la ruine que ça engendre, mais ce ne sont pas des combats de haute intensité tels qu'ils se caractérisent dans le Donbass. Donc peut-être que dans cette même logique, les Russes prévoient de faire effectivement une opération de diversion plus à l'ouest pour effectivement dégarnir ou obliger les Ukrainiens
avoir un front beaucoup plus large à défendre. Donc, oui. Donc, à nouveau des manœuvres déguisées. Oui. Alors, c'est bien plus efficace et facile que ce qu'on a pu entendre sur la Moldavie, qui pour le moment est un objectif peut-être à terme, j'en sais rien, mais qui paraît absolument inatteignable. Tout à fait. Alors que là, ça peut faire un point de fixation. Tout à fait. Bon, c'est comme ça qu'on dit, pour l'armée ukrainienne, qui serait obligée d'aller défendre sa frontière, même si les troupes biélorusses ne rentraient pas de beaucoup dans. Sauf qu'il a parlé du Sud, il a parlé de manœuvres au Sud. Oui. Alors les manœuvres au Sud, c'est encore autre chose là. Il y a beaucoup de manœuvres dans les mois à venir. C'est ça, Kazakhstan, Tadjikistan, des troupes russes et de ses alliés. Ceci dit, il y a une chose qui est intéressante. Là, il y a plusieurs pays de l'Asie centrale. On sait que depuis le retrait des Américains de l'Afghanistan, il y a une situation qui s'échauffe avec les talibans en Afghanistan. On sait qu'en Asie centrale, c'est un grand problème à terme. Déjà, c'est un problème de sécurité à terme, et que ça commence déjà. Il y a par exemple il y a des altercations qui reprennent à la frontière de Tadjikistan avec Afghanistan entre les Tadjiks et le gouvernement afghan. Et c'est intéressant que cette alliance-là, qui inclut pour la moitié l'Asie centrale, eh bien, ils sont là pour écouter et pour en fait retransmettre, en gros, un discours creux des propagandes qui reprend tout simplement les codes, les éléments de langage, et on ne parle pas de vrais défis de la sécurité pour la région. C'est pour dire à quel point ce n'est pas une vraie alliance, ce n'est pas une vraie alliance de défensive, ni même politique, parce que je peux vous dire qu'en Asie centrale, les pays, ils peuvent avoir d'autres soucis de sécurité que d'aider la Russie à envahir l'Ukraine. Et pourtant, ils sont obligés d'y participer. Voilà, je pense que c'est le bon mot. Et de faire l'impasse sur ce qui les inquiète. Alors cette réunion, en tout cas, entre alliés de la Russie avec Vladimir Poutine, ça a été l'occasion pour le maître du Kremlin de réagir pour la première fois à l'élargissement probable de l'OTAN à la Finlande et à la Suède. Écoutez la réaction du chef du Kremlin. En ce qui concerne l'élargissement à la Finlande, à la Suède, eh bien, la Russie tient à vous dire que la Russie n'a pas de problème avec ces pays. Nous allons réagir à cet élargissement et nous allons décider de notre réaction. Nous allons donc résoudre les problèmes au fur et à mesure et réagir de façon adéquate. Voilà, donc encore une fois, Général Maril, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, ça n'est pas une menace, ça n'est pas un problème, mais nous allons réagir quand même. Alors on sait que par la voie du Kremlin, on a déjà eu la menace d'une réponse militaro-technique. Voilà, reste à savoir ce que ça incombe. Un discours assez contrasté du président russe. Oui, c'est très contrasté, c'est-à-dire que je trouve qu'il a une réponse extrêmement modérée à l'élargissement de l'OTAN possible, voire certain. Ça ne représente pas pour lui une menace aussi existentielle qu'on aurait pu le croire, à cause de la longueur de la frontière finnoise. Donc oui, c'est même assez surprenant qu'il réagisse de cette manière-là. Alors, deux possibilités, où effectivement il est réaliste et il considère qu'il ne peut pas faire grand-chose et que de toute façon, concrètement, ce n'est pas une vraie menace pour l'instant pour lui. Deuxièmement, il prépare quelque chose peut-être de plus dur et pour ça, il a besoin d'endormir les gens. Le problème, c'est que s'il y a une réaction plus dure de la part du Kremlin, ça veut dire que le Kremlin s'arroge le fait de combattre des pays qui appartiennent aujourd'hui sous votre contrôle, même si l'accord n'est pas signé, il y aura quand même une protection. Déjà, dès le début du conflit,